bonsoir à vous tous. De Washington à Bruxelles, de Paris à Kinshasa, bonsoir à vous qui nous suivez. De Washington à Bruxelles, de Paris à Kinshasa, de Bunia à Moanda. Vous nous recevez dans l'effervescence de Kinshasa ou dans le calme résilient de Nituri. Bienvenue à Inside News RDC. Si vous êtes devant vos écrans ce soir, c'est que vous exigez une vérité brute. Vous refusez les mots soyeux des communiqués de nos dirigeants. Notre nation traverse une heure de vérité. La diplomatie de salon se heurte à la dureté des bottes sur le terrain. Nous partageons ce soir une préoccupation qui nous unit, notre souveraineté. Elle se joue entre les murs de Luanda et les montagnes de Tchanzu. La souveraineté, c'est aussi ce qui se passe dans votre poche, mes frères et sœurs. Pourquoi le prix du transport refuse-t-il de descendre ? La Banque centrale chante pourtant les louanges d'un franc congolais qui se redresse. Ce soir, nous regardons en face le paradoxe de notre économie. Nous naviguons entre l'opulence de Kibali Gold et la précarité de nos mineurs. Nous allons débusquer les mécanismes d'un pillage qui enrichit un voisin. Pendant ce temps, nos enfants s'entassent dans des abris de fortune. L'heure n'est plus aux promesses administratives. Le pouvoir doit rendre des comptes à notre peuple. Nous mettons à nu le décalage entre les rapports de paix et la progression des troupes. Plaçons nos concitoyens congolais au centre de nos analyses. Le ballet diplomatique s'est intensifié ce lundi 9 février dans la capitale angolaise. Les chefs d'État de la région se sont réunis autour du président João Lourenço. Ils tentent de dénouer les fils d'une crise sécuritaire étouffante. À l'issue de cette rencontre, une décision majeure a été actée. L'Angola reçoit officiellement le mandat de préparer les consultations pour un dialogue intercongolais. Ce mouvement ne s'inscrit pas dans un vase clos. L'Union européenne apporte son soutien par la voix de son envoyé spécial, Johan Bogstam. Bruxelles y voit la voie essentielle pour une sortie de crise durable. Le communiqué conjoint porte des signatures de poids. Félix Tshisekedi, João Lourenço, Faure Gnassingbé et Olusegun Obasanjo appellent à un cessez-le-feu immédiat. Mais regardons la réalité avec le rétroviseur stratégique. Cette scène rappelle étrangement les prémices de Sun City ou les accords du 23 mars. L'histoire semble bégayer sans jamais produire de paix concrète. Pendant que les stylos glissaient sur le papier à Luanda, le terrain grondait à Tchanzu. La rébellion de l'AFC M23 a lancé un défi sanglant à la médiation. Elle annonce l'intégration de 7532 nouveaux commandos. Ces hommes ont fini leur formation sous l'œil des caméras à Tchanzu. Cette démonstration de force, orchestrée par Kigali, percute frontalement les espoirs de désescalade. Le contraste est brutal. D'un côté, des appels au dialogue inclusif. De l'autre, 7000 nouveaux fusils prêts à faire feu. L'analyse est sans appel. On ne négocie pas avec un couteau sous la gorge. Comment croire à un dialogue quand l'agresseur renforce ses effectifs ? Le président angolais doit désormais convaincre toutes les forces vives. Il devra parler à Joseph Kabila ou même à Corneille Nangaa pour un dialogue total. La réussite de ce mandat dépendra de la sincérité des engagements. Mais soyons critiques. Doit-on négocier ou dialoguer avec une partie responsable du deuil de nos familles à l'Est ? Si la diplomatie s'active, le terrain, lui, se militarise à outrance. Nous restons vigilants face à cette paix qui s'écrit dans les palaces, mais s'efface dans les collines. Nos mères de l'Est attendent plus qu'une signature. Elles attendent le silence définitif des armes. Parlons maintenant de ce qui fâche nos foyers, votre pouvoir d'achat. La Banque centrale du Congo affiche un taux de 2175 francs pour $1. Sur le papier, notre monnaie nationale se redresse fièrement. Mais franchissons les portes du marché Gwambela ou de la liberté. Ce redressement n'est qu'un mirage pour les ménages quinois. Le litre de carburant stagne obstinément à 2440 francs. Les tarifs des bus et des taxis ne bougent pas d'1 millimètre. C'est ici que notre loupe critique s'impose avec force. On nous présente une stabilisation comme une victoire. Pourtant, c'est une arnaque quotidienne pour le citoyen. Pourquoi les prix restent-ils au sommet quand le dollar descend ?
l'analyste Mathieu Takazala pointe du doigt la spéculation des opérateurs économiques. Notre production locale est devenue squelettique. Nous importons tout, du riz au poulet. Nous sommes esclaves des marges bénéficiaires de quelques commerçants. Ces derniers refusent de répercuter la baisse du change. Est-ce utile de célébrer un taux si l'assiette de nos enfants reste vide? Le code de la rue nous dit que le dollar a baissé à la banque, mais il a grimpé dans les prix du pain. C'est le grand écart entre les chiffres officiels et la vie réelle. Pendant que vous comptez vos francs, la mine d'or de Kibali affiche une santé insolente. Son chiffre d'affaires a franchi le seuil des 2,3 milliards de dollars en 2025. C'est un record absolu pour l'entreprise dirigée par Cyril Mutombo. Pourtant, ce succès cache un paradoxe troublant. La production d'or a baissé de 2%. Kibali est plus riche sans produire davantage pour la nation. C'est l'effet mécanique du prix de l'or. Le métal jaune a atteint 112 210 $ le kilogramme. Kibali enrichit Barrick Mining et Anglo Gold Ashanti. Mais que reste-t-il réellement pour le Haut-Uele? Nous voyons des chiffres qui donnent le tournis, mais les routes provinciales restent impraticables. Le succès de Kibali semble déconnecté du destin de notre peuple. Nous restons une économie d'extraction au profit exclusif des autres. Pendant que nos ressources s'envolent officiellement, d'autres s'échappent par les pores de notre souveraineté. Paul Kagame a osé une provocation lors de son récent dialogue national. Il a affirmé que si le Rwanda pillait la RDC, il serait 100 fois plus riche. Il a même envoyé la communauté internationale en enfer. Quelle arrogance tragique! Les faits sont têtus et accablants. L'empire Crystal Ventures, bras financier du régime de Kigali, s'est bâti sur nos minerais. C'est un blanchiment à ciel ouvert. Le rapport CASEM de l'ONU avait déjà révélé ce système de congodesque. Ce mécanisme transforme nos richesses en jackpot personnel pour la famille Kagame. Aujourd'hui, les rapports de juin 2025 confirment la présence de 7000 soldats rwandais sur notre sol. Ils sécurisent les routes du trafic pour acheminer notre coltan et notre or. Le Rwanda a exporté 654 millions de dollars d'or en 2024. C'est une quantité qui dépasse largement ses capacités de production domestique. Pendant que Paul Kagame et son fils Ivan gèrent une fortune colossale, nos frères meurent. Ivan Siomoro Kagame pilote depuis le Qatar un fonds spécialisé dans les minerais. Cette fortune familiale est estimée à plus d'1,5 milliard de dollars. Nick Bariguet, à la tête de Crystal Ventures, renforce ce contrôle sur notre sang. Le drame de Tuluizembe, au Lualaba, nous rappelle ce coût humain. 11 creuseurs artisanaux ont péri dans un éboulement nocturne. Ce n'est pas un accident isolé. C'est le résultat d'un système où l'exploitation artisanale est sacrifiée. L'entreprise chinoise Thomas Mining est pointée du doigt par la société civile. Elle menait des travaux de séchage sans sécuriser les sites. À Rubaya, 300 autres compatriotes ont disparu sous la terre. Le ministre Louis Watoum a appelé à un capital courageux lors de la Mining Indaba. Mais où est le courage quand on laisse nos enfants creuser à main nue? Notre souveraineté est bafouée par ce cartel militaire qui vide nos entrailles. Le miracle économique rwandais est un mirage financé par le chaos congolais. La lutte contre la corruption est-elle une réalité ou un simple décor de théâtre? La question se pose violemment ce soir. Le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, a été entendu ce lundi au parquet. Les soupçons portent sur un détournement de deniers publics. L'inspection générale des finances parle d'1 million de dollars. Mais Joseph Mabanda, porte-parole des notables locaux, évoque 50 millions de dollars. Ce fossé entre les chiffres officiels et les accusations locales est alarmant. Notre nation stagne au classement de Transparency International avec un score de 20 sur 100. Nous restons dans la zone rouge de la honte mondiale. Pendant que la justice auditionne Bilolo, le ministère des Hydrocarbures tente d'éteindre un autre incendie. L'affaire concerne Acacia Bandoubola et la gestion de la parafiscalité pétrolière. Des allégations font état d'un détournement de 720 000 dollars mensuels. Le ministère dénonce une cabale et une désinformation manifeste.
Selon la version officielle, cet argent finance des pipelines et des terminaux à Sakania. Mais le peuple ne veut plus de promesses sur papier. Nous voulons des infrastructures que l'on peut toucher. La justice doit prouver qu'elle n'est pas un instrument politique. Elle doit être le garant de la richesse commune. Au-delà des palais de justice, c'est dans nos provinces que la vie s'organise. Chaque franc détourné au Congo central est un hôpital qui ne verra pas le jour. L'exigence de probité doit cesser d'être un slogan de campagne. La redevance pétrolière appartient à la nation, pas à une élite provinciale. Nous attendons des résultats concrets et des sanctions exemplaires. Sans une justice forte, nos ressources ne serviront qu'à garnir des comptes à l'étranger. La vigilance citoyenne reste notre seule arme contre ce système de ponction organisée. L'éducation de nos enfants ne peut attendre la fin des hostilités. À Kinshasa, la ministre Raissa Malou a reçu la délégation d'Education Cannot Wait. L'enjeu est vital. Une enveloppe de 10 millions de dollars pour 62 000 enfants en Ituri. Ces fonds doivent reconstruire des écoles là où les milices ont tout brisé. L'outil Allo École est mis en avant pour signaler les violences en milieu scolaire. Mais une question nous taraude. Comment garantir que cet argent ne se perde pas dans les méandres administratifs? L'accès humanitaire reste un défi permanent dans les zones de conflit. L'éducation est notre rempart contre le recrutement des milices. Chaque dollar détourné est une trahison envers notre jeunesse. L'efficacité sur le terrain sera le seul juge de cette initiative internationale. Une lueur d'espoir nous parvient enfin de la province du Kwango. Le phénomène Mobondo est officiellement déclaré clos par les autorités. Les chefs miliciens, dont le célèbre Mouton et Foyaya, ont déposé les armes à Moulossi. Ils ont remis un arsenal impressionnant aux forces de sécurité. Le ministre délégué à la Défense, Eliezer Ntambwe, promet un retrait progressif des phares RDC. La police nationale devra désormais assurer la sécurité de proximité dans les villages d'Ipongi et Kimbandinga 3. C'est une victoire pour la cohésion entre les communautés Teke et Yaka. Mais que feront ces hommes demain? La réinsertion professionnelle est la seule garantie contre une résurgence de la violence. La paix ne se déclare pas par une simple reddition. Elle se construit par le travail et la dignité retrouvée des citoyens. À Mubojimai, bâtir une maison est devenu un luxe inaccessible. Le sac de ciment gris s'arrache désormais à 33 $. C'est une hausse vertigineuse causée par l'effondrement du pont Katongoka dans le Haut-Lomami. Cette infrastructure clé a cédé, coupant l'approvisionnement de toute la région. Les espoirs placés dans l'usine de Katanda s'effritent de jour en jour. Le matériel nécessaire reste bloqué dans le Haut-Katanga. Cette précarité locale illustre l'échec de notre planification. Nous parlons de grands corridors économiques alors qu'un simple pont paralyse une province. Le coût de la vie à Mbuji-Mayi reflète l'état de nos routes, délabrées et imprévisibles. Quand prendrons-nous enfin le sérieux comme méthode de gouvernement? Le monde durcit ses frontières et nos compatriotes de la diaspora doivent être vigilants. Les États-Unis ont renforcé les exigences pour l'autorisation de voyage ESTA. Désormais, chaque voyageur doit fournir ses identifiants de réseaux sociaux des 5 dernières années. Pour nous, Congolais, cela change tout. À l'approche de la Coupe du Monde 2026, l'accès au sol américain devient un parcours du combattant numérique. Chaque opinion exprimée en ligne peut devenir un motif de refus d'entrée. C'est une pression supplémentaire sur nos officiels et nos citoyens. La surveillance globale ne connaît plus de limites privées. En quoi cela nous impacte-t-il? Notre diaspora est un poumon économique. Si ces mouvements sont entravés par une surveillance algorithmique, c'est toute notre connexion au monde qui se fragilise. Nous devons protéger notre empreinte numérique comme une part de notre souveraineté. Sur notre continent, le leadership change également de main. Évariste Ndayishimiye, président du Burundi, va succéder à João Lourenço à la tête de l'Union africaine. Ce pivot est capital pour notre sécurité nationale. Le Burundi est un acteur clé sur le terrain dans l'est de notre pays.
voir Gitega prendre les rênes de l'organisation continentale pourrait modifier la dynamique des médiations. Ndayishimiye saura-t-il porter la voix de la RDC avec plus de fermeté face aux agresseurs? Son mandat de 1 an sera scruté de près par tous les Congolais. Notre destin est intimement lié à la capacité de nos voisins à reconnaître l'agression que nous subissons. Ce changement à Addis Abeba est une opportunité diplomatique que Kinshasa ne doit pas laisser passer. La solidarité africaine doit cesser d'être un concept pour devenir une action concrète de défense mutuelle. Passons immédiatement au bref de notre nation. L'ordre urbain a parfois un visage impitoyable. Ce lundi, dès les premières lueurs du jour, les bulldozers de l'hôtel de ville ont effacé Pakadjouma de la carte de Kinshasa. Ce bidonville célèbre, construit de tôles et de bois de récupération, n'est plus qu'un amas de décombres. Les autorités, sous la supervision du ministre Léon Moulumba, expliquent que cette démolition était nécessaire pour libérer les voies ferrées de l'Onatra et permettre la reprise du trafic ferroviaire. C'est un impératif de développement, certes, mais derrière les gravats, nous voyons des familles qui vivaient là depuis des décennies se retrouver sans toit. La tension était vive ce matin sur la route des poids lourds, où des manifestants ont tenté de barrer le passage, réclamant des solutions de relogement. Comment concilier l'exigence de modernité avec la détresse humaine? Une ville ne se bâtit pas seulement avec des rails, mais avec de l'empathie pour ses plus fragiles. Cette rigueur se prolonge jusque dans nos arènes sportives. Le ministre Didier Boudimbo a pris une décision radicale en fermant le stade Tata Raphaël. Après les épisodes répétés de vandalisme, l'État dit stop. Le championnat de la Linafoot est suspendu à Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. Désormais, chaque club devra signer un acte d'engagement officiel. Vous cassez, vous payez. C'est une mesure de responsabilité qui s'impose. Nos infrastructures sont des biens communs que nous devons protéger avec acharnement. Cette discipline que nous exigeons dans nos stades, nous devons aussi l'appliquer dans nos salles de classe, surtout là où l'urgence est criante. À Beni, le ministère des Affaires étrangères enquête sur un scandale de prix. Le passeport biométrique, fixé officiellement à 75 $, se vendrait beaucoup plus cher. Une délégation conduite par Teddy Milambo inspecte le centre de capture pour identifier les responsables de cette surfacturation. Les citoyens sont appelés à dénoncer ces intermédiaires qui s'enrichissent sur le dos de l'administration publique. À Guémena, la police rappelle ses troupes à l'ordre. Le général Safari a présidé la première parade de l'année au sud du Bangui. Il a insisté sur la neutralité politique et la discipline des agents. La police doit être le gardien de la population et non un instrument de répression. Ce rappel est crucial dans un contexte où la confiance entre le citoyen et l'uniforme reste à bâtir. Voilà pour l'essentiel de ce qui fait bouger notre pays ce soir. Enfin, à la frontière burundaise, l'ambassadeur Willy Moulamba dément l'ouverture de listes pour le retour des réfugiés à Uvira. Malgré le désir de nos compatriotes de retrouver leur terre, les conditions de sécurité doivent être validées par le HCR. Parallèlement à Beni, une mission enquête sur la hausse suspecte du prix des passeports, où certains exigeraient plus que les 75 $ officiels. Nous devons rester vigilants contre ceux qui spéculent sur l'identité nationale. Pour refermer cette édition, retenons les points qui dessinent l'avenir de notre nation. Nous avons vu l'espoir né à Luanda pour un dialogue national. Mais cet espoir est menacé par le réarmement massif du M23 à Tchanso. Nous avons dénoncé le paradoxe d'un franc congolais stable qui ne soulage pas votre quotidien. Pendant ce temps, Kibali Gold accumule des milliards sans transformer la vie des populations locales. Enfin, l'exigence de probité dans la gestion du Congo central rappelle que sans justice, il n'y a pas de développement possible. Notre souveraineté est un combat de chaque instant, sur le front militaire comme sur le front économique. Comme le disait Patrice Emery Lumumba, l'indépendance n'est pas un cadeau, c'est un droit fondamental. Cette pensée doit guider nos pas aujourd'hui. Personne ne viendra sauver le Congo à notre place.
C'est dans la vérité et la vigilance citoyenne que nous bâtirons notre salut collectif. La souveraineté ne se négocie pas dans les salons. Elle se défend par l'intégrité de nos dirigeants et la force de notre peuple. Je vous invite à approfondir ces enjeux en visionnant notre dossier spécial dans Inside News Review intitulé « L'agression rwandaise entre mensonges diplomatiques et pillage organisé ». Vous y découvrirez les visages et les mécanismes de ceux qui profitent de notre instabilité. Nos émissions d'analyse sont à votre disposition sur notre canal YouTube pour vous donner les clés de compréhension nécessaires. Que Dieu bénisse notre nation, qu'il protège vos foyers et fortifie nos espoirs de paix durable. C'était Yolande pour Inside News RDC. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Merci de votre fidélité.